Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle analyse de deck avec l'équipe des cartes sur table. Aujourd'hui je suis avec Astier. Comment ça va Astier? Bah, ça va super et toi? Oh bah moi c'est la forme. On va parler d'un deck d'un personnage que j'adore. J'adore le personnage, j'adore le lore. On en a un peu parlé avant l'enregistrement. Et du coup j'ai très très hâte de parler du deck qui va avec. Car aujourd'hui on va vous parler du deck du Grand Inquisiteur. Le Grand Inquisiteur, un personnage badass avec le trait force. Et en vrai, je te laisse me dire déjà de quel type de deck il s'agit. Est-ce que ça va plutôt être un deck budget? Est-ce qu'il va être un deck plutôt cher? Est-ce que ça va être un deck aggro? Un deck contrôle? C'est pas un deck qui va coûter très cher, donc en termes de deck, on va plutôt être sur un deck de type aggro combo, et vous comprendrez pourquoi plus tard. Et donc on est sur un deck de designer, donc c'est un deck qui est proposé par un des designers du jeu, donc sur le site officiel. Et c'est un deck qui va être, on va dire, plutôt budget, parce que vous n'allez pas avoir déjà de légendaire. Et en rare, vous allez seulement avoir donc le Grand Inquisiteur, mais les leaders sont pas très chers à obtenir. Vous allez avoir la base, donc qui permet de donner un shield à une de vos unités. Et enfin, unité non leader même d'ailleurs, je crois, si je dis pas de bêtises. Et après, Tout vous à allez fait. avoir en rare donc 3 fois la septième sœur, qui est une rare qui cote un peu, mais qui n'est pas non plus démentielle. Et vous allez avoir 2 fois le sabre laser déchu. Donc en termes de rares, vous allez avoir un total de 7 cartes rares. Après, vous avez l'Amiral Moti, mais l'Amiral Moti, on l'obtient dans les starter decks, donc c'est pas non plus trop déconnant à choper, donc on va pas non plus dire que c'est un deck qui nécessite trop de budget pour être construit. Je pense que c'est un deck qui est intéressant justement pour des personnes qui n'ont pas forcément un gros budget à dédier au jeu pour commencer, parce que le deck a des mécaniques vraiment fun. Pas forcément hyper simple au début, mais ça tombe bien, c'est pour ça qu'on est là. Et d'un point de vue budget, il va être intéressant, sans compter qu'il y a des cartes dedans qui vont être utiles dans d'autres decks plus tard à Oui, recréer. Donc pour moi, si vous cherchez un deck pour commencer le jeu où vous voulez être capable d'un peu vous défendre, de quand même jouer contre d'autres gens et pas non plus investir un bras dans le jeu pour commencer, pour faire un premier test. Ce deck-là, en effet, avec les starters, quelques échanges, quelques achats, quelques boosters, il peut être très facilement assemblable. exactement. Et d'ailleurs, pour rejoindre ce que tu dis, si jamais ce deck vous intéresse, je vous le dis directement, vous retrouverez en description de la vidéo un lien de la decklist que j'ai faite de ce deck avant qu'il soit fait. Donc là, vous aurez un peu plus de rares, un peu plus de légendaires. Si vous cherchez à jouer ce deck, vous pouvez commencer par ça. Et si vous cherchez à l'améliorer, je vous proposerai donc ma decklist personnelle améliorée du deck que vous pourrez retrouver donc avec le lien en description après avoir vu la vidéo. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais donc, c'est un deck en effet qu'on peut facilement améliorer, comme tu le dis. Et d'ailleurs, il ne faut pas avoir peur, parce que vous avez entendu le mot combo. En effet, combo, ça fait peur parce que ça nécessite une bonne combinaison de cartes, mais c'est pas non plus une combinaison trop compliquée. Donc, ça s'adresse autant aux nouveaux joueurs, aux débutants, qu'aux joueurs un petit peu plus expérimentés, puisque les joueurs expérimentés vont retrouver certaines mécaniques intéressantes d'autres TCG, et les decks, les joueurs débutants vont pouvoir apprendre justement à, euh, à jouer les cartes dans le bon tempo, donc dans un bon ordre, afin de faire un maximum de dégâts. Là, on parle de combos qui sont quand même relativement simples à mettre en place. C'est Mhm. juste que une fois qu'ils sont en place, ils sont hyper drôles. Que fait le Grand Inquisiteur? Parlons déjà du leader en tant que tel avant de commencer à parler du Alors, mélange de couleurs. le grand inquisiteur, il a un avantage, c'est déjà d'avoir une action qui lui demande seulement de s'incliner, qui ne va pas coûter de ressources. Alors, l'action, elle paraît un peu tricky, mais elle, en fait, vous allez infliger 2 dégâts à une unité amie qui a une puissance de 3 ou moins, et la redresser. Donc, tout l'intérêt, ça va être d'attaquer avec unité, d'infliger les dégâts, de faire l'action de votre grand inquisiteur pour la redresser et attaquer à nouveau. Et donc, vous l'aurez compris, si vous avez bien les mots-clés en tête, vous avez des mots-clés comme aplomb ou comme raid qui permettent que lorsque l'on attaque ou lorsque l'on a des dégâts sur notre unité, on gagne des points d'attaque, comment on peut dire, des points d'attaque équivalents à ces dégâts qu'on en a dessus. Donc, c'est un deck qui va nécessiter d'affaiblir ces unités, mais qui va permettre derrière de mettre de gros dégâts. Comme on le disait aussi, c'est un leader qui a le trait force. Il faut vraiment pas C'est ça. sous-estimer l'impact de ce mot-clé, notamment dans ce deck-là, parce qu'il y a quand même des synergies qui marchent bien autour, et probablement parce qu'il y a pour moi une des meilleures cartes du jeu qui joue sur cette synergie, qui est l'étranglement de force qu'on a dans le deck. Exactement. Donc pour moi, c'est vraiment un détail à ne pas sous-estimer, le fait qu'il devient une unité force qui n'a pas de coût. C'est hyper important de bien garder ça en tête. C'est que pour déclencher ces combos, en temps normal, pour déclencher les effets de ces cartes liées à les unités force, vous allez devoir jouer une carte qui a force, etc.
Là, vous n'aurez pas besoin. Le retourner, ça ne vous coûtera pas de ressources, donc vous aurez toutes vos ressources pour faire le reste du tour. Donc, c'est quelque chose qu'il faudra prendre en compte quand vous allez le déployer. Comme tu as dit, il y a l'étranglement de force, mais il y a aussi le sabre laser déchu qui va avoir un effet si c'est sur une carte force. Et donc, avant de partir sur les cartes clés, pourquoi le bleu? Parce que vous l'aurez compris, donc le but, ça va être de mettre des dégâts à nos unités pour les améliorer. Et qui dit bleu dit qu'il y a aussi certaines améliorations, comme résilient qui permet de donner 3 points de vie supplémentaires à nos unités, justement, ces fameuses unités qu'on va vouloir endommager, et qu'on du coup, on va chercher à faire durer le plus longtemps sur la partie afin de mettre le plus de dégâts possible. Donc, vous le voyez, on a donc résilient qui donne plus 0, plus 3 à une unité. On a tout en haut à droite, vous avez le Death Trooper qui permet donc déjà d'endommager vos unités pour leur permettre d'infliger plus de dégâts, mais également de pouvoir contrôler un petit peu les unités adverses. Vous allez également avoir l'Inferno 4 qui est très intéressant puisque lorsque vous le jouez, lorsqu'il est éliminé, il permet de voir les 2 cartes au-dessus de votre deck et soit de les laisser au-dessus, soit de les laisser en dessous. Donc c'est très intéressant parce que qui dit deck combo dit qu'on a besoin quand même de certaines cartes à des moments clés. Donc ça va permettre un petit peu de gérer l'arrivée de nos cartes. Après, vous avez le fameux poursuivant motojet qui donc est une 1-4 mais avec aplomb. Donc je rappelle, comme on l'a dit juste avant, pour chaque dégât sur cette unité, elle a plus 1 en attaque. Donc typiquement, si elle a pris 2 dégâts, et bien, ça devient une 3-2 au lieu d'une 1-4. Et vous allez également avoir donc, le petit contrôle donc, de mettre au tapis, je crois que c'est mettre au tapis, si je ne dis pas de bêtises, la carte qui est en bas à droite, qui permet Tout à d'éliminer fait. une unité à qui il resterait 5 points de vie ou moins. Très très forte cette carte. Et vous avez de très intéressant l'instant de quiétude. Donc là, pour un, vous mettez un jeton bouclier à une de vos unités. Et ça, c'est super intéressant parce que vos unités, vu qu'elles vont être endommagées, vous allez essayer de les faire rester le plus longtemps sur le champ de bataille afin de pouvoir maximiser vos dégâts. Et c'est justement pour ça qu'on joue cette base bleue et non pas une base générique. C'est pour avoir cette opportunité supplémentaire d'octroyer un shield à une de vos unités non leader. En fait, vous allez avoir des grosses unités qui ont une grosse attaque, mais en effet, elles vont avoir peu de PV. Donc à partir du moment où vous allez parfois devoir gérer des menaces adverses, ça va être hyper frustrant d'arriver et de faire, bah alors j'ai mon attaque à 6, 7, mais ma créature sur laquelle j'ai investi beaucoup, enfin mon unité sur laquelle j'ai beaucoup investi, Mm. va mourir. Et du coup, les boucliers permettent de gérer aussi ces menaces sans prendre le risque de perdre l'unité et d'avoir cette unité du coup qui pourra quand même attaquer la base au tour suivant. Donc pour moi, c'est quelque chose de très important pour moi d'avoir Ah cette oui, bah c'est option crucial. derrière. Et je comprends, pour moi, elle vaut largement les 5 points de vie dans le complexe de sécurité. Et pareil, à l'instant de quiétude, très bonne carte, surtout pour une seule ressource. Tout à fait. Alors, les cartes clés, bah, je pense qu'on est d'accord que, vu que c'est un deck inquisiteur, les 2 inquisiteurs sont des cartes clés. Exactement. Déjà, le 5e frère, carte que j'aime si fort d'amour. Le 5e frère, donc à la base, c'est une carte qui coûte 3. Donc on va pouvoir jouer très rapidement. Dès le 2e tour, on peut la mettre sur le terrain. C'est une 2-4 avec raid 1 pour chaque dégât sur elle, ce qui signifie qu'elle gagne plus 1 en attaque pour chaque dégât qu'elle aura sur elle. Déjà, on commence à voir la synergie avec le Grand Inquisiteur, puisque à partir du moment où, du coup, notre 5e frère a pris 2 dégâts, ça devient une 4-2. Donc ça fait que sur le tour où il va arriver, il va attaquer, enfin pas sur le tour où il va arriver, le tour suivant, parce qu'il n'arrive pas à redresser. Mais par exemple, sur le tour suivant, il pourrait faire 2 dégâts, on le redresse, et bam, 4 dégâts. 6 dégâts en un, 6 dégâts en un tour avec une unité, ça n'a rien coûté à part le fait de le mettre sur le terrain. Sachant qu'on peut aussi, le tour où il arrive en jeu, lui mettre les dégâts avec le Grand Inquisiteur pour le redresser et attaquer directement à 4. C'est une option. Et en plus, lui-même peut s'infliger un dégât pour infliger un dégât à une autre unité terrestre. Donc, comme on parlait tout à l'heure, pour gérer des bloqueurs, gérer des menaces aussi, comme le Stormtrooper de l'étoile noire qu'on a dans le deck d'ailleurs. Un petit PV qui part comme ça, sur un truc, bah, ça peut être très très fort, sachant que les dégâts qu'il va subir s'activent en attaque, donc avant qu'il C'est ça, tout à fasse ses fait. dégâts. Donc ça veut dire que si, par exemple, vous l'avez redressé avec le Grand Inquisiteur, il a pris 2 dégâts, vous le blessez avec son propre effet, boum, il gagne plus 3 d'attaque. Et en plus, il a fait un dégât, donc là, ça fait une attaque à 5, qui en plus a fait un dégât sur une autre unité terrestre sur le tour où il arrive en jeu. Donc ça peut compenser les dégâts du bouclier. Hein. Enfin, les 5 PV du bouclier en une attaque. Hein. Bah, la septième sœur, c'est un petit peu c'est pas vraiment la même veine parce qu'avec le cinquième frère, on va plutôt aller soit trade des grosses unités, soit aller endommager la base. Avec la septième sœur, on va dans tous les cas aller endommager la base, puisque dès lors qu'on aura infligé des dégâts à la base, on va pouvoir infliger 3 dégâts à une unité terrestre ennemie. Donc
Tout l'intérêt, ça va être d'infliger des dégâts à la fois à la base de l'adversaire et d'aller gérer les menaces adverses avec les 3 dégâts qui sont quand même relativement intéressants, qui pourront aller gérer une grande quantité d'unités. Surtout, Chose qui est très intéressante, c'est que du coup, elle pourra être redressée par l'actif de votre inquisiteur, par votre carte, donc poursuivre le combat. Et c'est surtout qu'elle a saboteur. Donc, ça, elle passe au-delà des sentinelles. Et donc, dans tous les cas, vous êtes sûr et certain d'aller attaquer la base à chaque si fois elle que vous veut attaquerez avec si elle la veut viser 7e la fleur. base, elle le fera, hein. Enfin, Tout à fait. comme on disait, il y a zéro raison de ne pas le faire. Enfin, pour moi, c'est une carte qui est faite pour, hein. Si elle vise la base et elle ne fait que ça. Mm. Moi, je dirais, après, hein, tu m'arrêtes si je me trompe, mais je dirais que la troisième carte clé sera justement le sabre déchu. Pour moi, il est hyper fort. Après, je sais pas s'il est clé, mais en tout cas, c'est mention honorable minimum. Alors, dans cette decklist, je suis totalement d'accord parce que Ouais, ça va mettre un +3/+3. Le problème, c'est que dès lors qu'on aura mis le sabre laser déchu sur, par exemple, notre 5e frère, on ne pourra plus faire l'actif du Grand Inquisiteur ou de poursuivre le combat pour le redresser, puisque ses stats seront agrémentés de +3. Donc, là où le passif du 5e frère lui permet de gagner seulement des raids par rapport à ses dégâts et donc de se redresser dans tous les cas, par exemple, votre poursuivant en motojet, dès lors qu'il aura X dégâts dessus et qu'il aura dépassé les 3 d'attaque, il ne pourra plus être redressé. C'est le petit point faible du sabre laser déchu. Et d'ailleurs, dans la fameuse decklist que je vous propose derrière, en amélioration de deck, je vous propose la fameuse carte compétence d'infiltrateur qui rajoute un +1/+1 donc là à votre 5e frère qui du coup le fait passer à 3 d'attaque et donc reste toujours redressable par les capacités du Grand Inquisiteur. Et c'est surtout que là, vu qu'il aura le saboteur, vous êtes sûr et certain d'aller sur la base. Donc oui, dans la decklist de ce cher designer, le sabre laser déchu est très intéressant, mais attention parce que du coup, en fonction de sur qui vous le mettrez, ça va un petit peu casser vos combos. Mais après, à vous de voir la situation. Ça, c'est toujours la même chose pour le pour coup. moi, c'est une super carte, surtout dans un deck qui vise l'aggro. Parce qu'en fait, vu que c'est une carte qui te permet, un peu comme la 7e sœur et le 5e frère, qui te permet aussi de gérer des unités en même temps que tu vas viser la base avec, pour moi, ça rend vraiment la carte hyper importante dans un deck aggro. Où normalement, on essaie toujours de choisir entre est-ce qu'on vise la base, est-ce qu'on vise les menaces, dans lequel des deux on va gérer, dans quelle direction on va aller, entre guillemets. En fait, là, l'avantage, c'est qu'avec le sabre laser déchu, on peut faire les deux. En fait, on peut aller dans la base et quand même clear un peu du terrain, gérer un peu les Oui, menaces, affaiblir. Pour moi, c'est ce qui rend très fort, même si en effet, on retire du coup les effets de la 7e sœur ou du Grand Inquisiteur ou de poursuivre le combat. Après, comme on le disait un peu plus tôt, une très bonne cible pour le sabre déchu, c'est votre leader. Une fois qu'il est ah oui, transformé en totalement. unité, vous lui donnez 3 PV supplémentaires, 3 d'attaque supplémentaires, donc la survivabilité augmente, la dangerosité augmente, et lui-même n'active pas ses effets sur lui-même de toute façon. C'est ça. Donc en fait, on s'en moque un peu qu'il dépasse le seuil de 3 qui est clé pour son effet, vu qu'il n'a pas cet effet. Et en fait, vous allez forcer le trade parce que votre adversaire ne pourra pas laisser un Grand Inquisiteur 6-9 sur le board comme ça avec son sabre laser Pour une déchu. carte qui est Donc ça vous allez rajouter 3 en forcer le. plus. Ah oui, ça arrache, oui, pour le coup. Ouais, En fait, on vous invite vraiment à le tester pour vous rendre compte de la puissance du deck, puisque en fait, tout l'intérêt du deck, ça va être, comme l'a dit Otal tout à l'heure, mais ça va être d'attaquer avec le 5e frère. Donc vous attaquez une première fois à 2. Allez, vous mettez votre petit dégât dessus, donc vous attaquez à 3. Vous mettez 2 dégâts de plus avec le 5e frère, avec le Grand Inquisiteur, donc vous le redressez. Vous attaquez donc avec 2 de plus, donc vous attaquez à 5, donc vous avez déjà mis 3, ça fait déjà 8. Et pour peu que vous ayez 2 ressources, vous faites poursuivre le combat sur votre 5e frère, vous le redressez, vous rattaquez à 5. Donc là, ça vous aura demandé seulement de développer le 5e frère et de dépenser 2 ressources pour poursuivre le combat, et vous mettez 13 dégâts. Donc pour peu que vous ayez mis résilient ou une petite amélioration dessus, ou alors que vous ayez à côté un Bentic de tube ou un petit lieutenant Stormtrooper, pardon, j'ai plus le terme exact, mais vous avez compris l'idée, c'est la carte qui est à droite en infamie. Vous pouvez faire des tours, vous pouvez mettre plus de dégâts beaucoup plus de dégâts. Par exemple, j'ai souvenir d'une partie que j'ai fait en train justement avec la decklist dont je vous parle, et 18 dégâts en un tour. Je crois que c'est mon record, 18 ou 19. Et donc ça arrache. Et du coup, la troisième carte clé du deck, selon toi, ce serait plutôt, j'imagine, poursuivre le combat. Oui, parce que c'est la carte qui va vous faire comboter. Mais en fait, les cartes clés, c'est vraiment les deux inquisiteurs. Mais en fait, c'est difficile de dire des cartes clés parce que tu as raison. Le sabre laser est très fort. Poursuivre le combat, forcément, c'est
toute la mécanique de combo de votre deck, mais vous avez également Résilient qui va permettre d'améliorer vos unités. Vous avez tout ce qui va vous permettre de protéger vos créatures, mais vous avez également l'Admiral Moti qui permet du coup de le suicider pour pouvoir redresser votre fameux cinquième frère. Mais au final, alors à force d'avoir train, je me suis rendu compte que le poursuivant en motojet était très intéressant parce que justement, quand on n'a pas le cinquième frère, en fait, le poursuivant en motojet est monstrueux. C'est un peu un mini cinquième frère en fait, hein, dans Ouais, c'est ses ça. effets, parce qu'il est 1-4. Après, le truc est donc, lui, son effet, c'est pas raid, c'est permanent. Donc, quand il va C'est de commencer à l'aplomb. stacker, voilà, c'est de l'aplomb. Donc, quand il va commencer à stacker, on n'aura plus cet effet de il peut être redressé, etc. Mais en tempo, c'est vraiment la version miniature la version miniature du cinquième frère niveau utilisation pour moi. Et donc, Et l'avantage, c'est que le poursuivant peut se déployer au tour 2. Là où le cinquième frère se déploiera, lui, qu'au tour 3. Enfin, tour 3, pardon. Le poursuivant peut se déployer au tour 1, puisqu'au tour 1, je rappelle, on a 2 ressources, et donc le cinquième frère il ne va pourra se commencer à déployer pouvoir qu'au tour suivant. agir. Il va pouvoir commencer C'est à ça. agir par contre très tôt, enfin un tour plus tôt en Exact. fait. Et c'est vrai que ça change beaucoup de choses, ces actions. Donc non, non, pour le coup, je pense que les deux cartes sont vraiment, les deux cartes sont très importantes. Mm. Et c'est ça que j'aime bien avec ce deck aussi, c'est qu'au final, pour moi, je vais presque dire, c'est une boîte à outils. En fait, il y a plein de choses qu'on va pouvoir faire faire avec le deck selon ce dont on a besoin. Comme on disait, vous avez besoin de trade, bah c'est bien, vous avez des boucliers, vous avez du bouclier pour pouvoir faire un trade, vous avez besoin d'attaquer de mettre des gros coups à la suite dans le terrain adverse, vous pouvez redresser. Il y a pas de carte perdue en fait dans le deck, même s'il n'y a jamais vraiment de carte perdue, c'est le but, on essaie d'analyser, mais il n'y a pas de carte où je me dis, celle-là, à part dans certains trucs, c'est très spécifique, je vais l'utiliser. Là, c'est vraiment toutes les cartes ont une utilité, il suffit juste de trouver comment l'utiliser dans la situation qui est en face. Après, vous allez avoir 2 grosses menaces principales, pour le coup. Votre plus grosse menace, ça va être le Palpatine, forcément, qui peut, lorsqu'il est déployé, voler une unité qui est endommagée. Donc, vu que tout l'intérêt, c'est de d'endommager des unités, le Palpatine, autant vous dire que c'est pas game automatiquement perdu, parce que vous pouvez toujours gagner, puisque vous allez mettre beaucoup de dégâts avant qu'il soit déployé. Mais c'est très compliqué face au Palpatine, et ça va être notamment compliqué face au deck contrôle. Les decks contrôle ruse qui vont vous incliner ou vous renvoyer vos unités en main, puisqu'ils vont vous renvoyer vos unités qui vont être améliorées ou vous les incliner, donc vous ne pourrez pas attaquer. Certes, vous allez perdre du temps à les redresser, mais ça va être compliqué. Notamment avec les morts, il ne me sert à rien qui carrément empêchent de redresser votre personnage. Et ce qui va être compliqué aussi, c'est les decks contrôle vigilance, donc l'affinité bleue, puisque là, ça peut mettre KO directement vos unités en passant outre les shields, typiquement avec Maître au tapis, typiquement avec la carte pouvoir du côté obscur qui vous, en fait, va vous faire choisir une de vos unités et l'éliminer. Et souvent, sur ce deck, vous allez avoir qu'une ou 2 unités qui vont être déployées, donc c'est assez sensible au deck contrôle. Donc là, attention, il va falloir agir très vite. Alors, vous n'avez pas forcément perdu si vous ne jouez pas le cinquième frère, vous avez quand même plein d'autres cartes, mais face au deck contrôle, ça risque d'être relativement compliqué quand même. Oui, parce que le deck Leia qu'on avait présenté ensemble la dernière fois était un deck qui est plutôt swarm, donc avec un deck où le but va être de remplir la voie terrestre et de faire, voilà, on va mettre plein, plein, Mm. plein d'unités, l'adversaire ne va pas réussir à les gérer parce qu'il y en a trop. Là, on est vraiment dans la philosophie opposée, en fait, hein, dans ce deck-là. On va essayer de mettre peu de créatures, mais par contre, elles vont mettre des baffes. Ah oui, oui. Parce que si on veut quand même, si bon, on a présenté déjà donc les cartes qui pour nous étaient les cartes clés. Si on veut parler rapidement des unités, bah, comme tu as dit, on a l'amiral Moti qui permet qu'une fois qu'il a été, c'est une fois qu'elle a été révélée, Éliminé. Une fois qu'il est éliminée, éliminé, en pardon. fait, il va permettre de C'est redresser ça. une unité infamie. C'est ça. Donc en fait, il permettra de redresser justement cette grosse unité qu'on va avoir boostée. On a du coup le fameux amiral aux ailes, du coup, qui est dans les starters, donc très facile à avoir Mm. aussi, qui vous permet du coup de jouer une unité directement de votre main à une unité impériale, mais qui, du coup arrivera à redresser. Et du coup qui pourra attaquer le tour où elle arrive en jeu. Donc encore une fois, C'est ça. par exemple sur un cinquième frère sur le tour 2, bah, ça marche très bien. Un petit Ozel tour 1, cinquième frère tour 2. Let's go. Donc ça, c'est qu'on a on a beaucoup d'unités en fait comme ça qui ont une très bonne synergie. Donc là, on a parlé. Et les niveaux événements, on va aussi essayer de fonctionner sur cette synergie, mais qui permet de jouer les quelques cartes clés du deck, les quelques unités clés du deck, et de faire plein d'attaques avec la même. Donc Résilient qui va augmenter les PV,
et qui, justement, quand tu l'as mentionné, tu as mentionné plus tôt, mais qui augmente les PV, mais ne monte pas l'attaque. Et c'est ça le point très important, parce que du coup, ça permet de continuer avec poursuivre le combat. L'étranglement de Mm. force, qui est toujours une très bonne menace, surtout que c'est au final les deux unités qu'on veut le plus voir sur le terrain vont être des unités force, c'est-à-dire les inquisiteurs et le grand inquisiteur. Donc, pour le coup, oui, on a tous les événements et toutes les unités sont vraiment là pour maximiser ces quelques unités très très fortes qu'on va avoir sur le terrain. Parce que concrètement, la stratégie du deck, si on va aller vraiment dans une sorte de, je vais pas dire de tour par tour, mais ça va vraiment être ça. Ça va être tour 1, on va essayer de commencer à poser quelque chose sur le board. Tour 2, bah là, dans l'idéal, on essaie de déployer un 5e frère pour commencer à enchaîner. Et après, à partir de là, on va juste renforcer le 5e frère, renforcer la 7e sœur, renforcer, si on disait, le poursuivant en motojet. Parce qu'au final, le but va vraiment être d'avoir ces deux grosses unités qui vont aller en ligne droite. Gérer des menaces un peu trop dangereuses de temps en temps, parce qu'on ne peut pas non plus entièrement se concentrer sur la base, mais on est sur un deck aggro. Là, c'est la Ah course au oui, PV. clairement. C'est la course au PV. Hein. S'il y a un tour s'il y a un tour où vous perdez vraiment le rythme de la partie, vous allez vous allez potentiellement perdre la game. C'est si le 5e frère qui a été hyper boosté avec des boucliers, la lame déchue, choses comme ça, se faire tirer du jeu. Le temps de reconstruire le même personnage avec les dégâts, le sabre, les effets comme ça, il va ça va de nouveau faire perdre du temps et ça peut coûter la partie. C'est ça. Mais du coup, c'est ce qui est intéressant pour les nouveaux joueurs. Vous allez apprendre quelles sont les menaces par rapport à votre deck, quelles sont les priorités, dans quel sens jouer vos cartes, dans quel ordre surtout. Et ça va vous permettre de bien prendre conscience aussi du potentiel du deck et qu'il n'y a pas que du tout droit. Et c'est très intéressant parce que du coup, vous allez vous rendre compte que là, la moindre erreur risque d'être fatale, mais à la fois, c'est beaucoup plus intéressant, je dirais, que de jouer un deck pris sur le net où votre seul objectif c'est foncer tout droit. Là, vous allez foncer tout droit, mais il y a quand même, comme l'a dit Otal, un certain séquençage à respecter pour arriver au potentiel du deck. Et c'est très intéressant à jouer. C'est très fun pour le coup. Mais est-ce que tu as des exemples là tout de suite de petits combos qui pourraient venir? Et ben, comme je vous disais, vous attaquez avec le 5e frère, vous le redressez avec le Grand Inquisiteur, vous rattaquez, ou alors vous pouvez avoir attaqué avec votre 5e frère. Votre adversaire va jouer une créature ou une unité ou attaquer avec une autre. Vous développez votre Death Trooper afin de mettre des dégâts sur sa créature et d'éliminer votre Admiral Moti qui va venir redresser votre 5e frère qui va pouvoir réattaquer. Vous avez des combos où il en existe plein, on va dire. Après, encore une fois, à vous de voir qu'est-ce que vous faites par rapport au jeu de votre adversaire, puisque vous allez tout le temps vous adapter dans ce jeu de action à toi, à moi. Donc tes combos, il en existe plein, oui et non. C'est-à-dire pareil, la 7e sœur, vous pouvez la faire attaquer, la redresser, réattaquer. Donc au final, vous aurez mis 6 dégâts à la base et vous aurez mis 2 fois 3 dégâts sur les unités terrestres adverses. Donc c'est aussi intéressant, encore une fois à vous de voir comment joue votre adversaire. Est-ce qu'il est plutôt à foncer droit dans votre base? Est-ce qu'il est plutôt à venir gérer vos unités? Et vous pourrez vous adapter en fonction de ça. Faut pas oublier que si vous arrivez ou quand vous essayez juste de foncer sur l'adversaire, mettons, vous jouez votre 5e frère. C'est une de 4 au départ. À partir du moment où l'adversaire a mis 2 dégâts dessus, vous ne pouvez plus le redresser. Certes, il va taper plus fort, mais l'effet du Grand Inquisiteur sera plus utilisable. À partir du moment où en fait l'adversaire a une menace qui peut vous empêcher d'utiliser l'effet du Grand Inquisiteur, faut penser à est-ce que vous pouvez la gérer, est-ce que votre priorité c'est de la gérer, et en fait le jeu commence à être un peu différent. Parce que c'est là ce qu'on vous a expliqué, c'est vraiment quand tout va bien dans le meilleur des mondes, vous avez réussi à stacker plein de dégâts sur le 5e frère qui va pouvoir aller en ligne droite, c'est parfait. Mais l'adversaire, il va pas rester là en se disant j'aime me prendre des baffes. Donc non, les gens ne font pas ça dans la vraie vie. Ils mettent aussi des coups. Et c'est à partir du moment où justement il y a cette mécanique qui va entrer en jeu de se dire si je joue cette unité-là, mais que mon adversaire le trade, est-ce que ça vaut le coup pour moi? Parce que par exemple, si votre adversaire a une unité à 2 et vous savez qu'il va faire 2 dégâts, c'est peut-être mieux de jouer le poursuivant motojet que le 5e frère, dans le sens où le poursuivant motojet, au moins quand il va avoir pris les dégâts, son attaque sera plus élevée. Si l'adversaire veut revenir le trade pour le finir, il va devoir payer plus cher parce que, comme on disait, il a aplomb, donc pour chaque dégât, il monte de 1 son attaque. Chaque dégât subi, il monte de 1 son attaque. Alors que le 5e frère sera juste une 2-4 jusqu'à sa mort, en fait, si c'est l'adversaire qui envoie des créatures dessus.
Donc c'est plein de petites décisions comme ça qui sont hyper intéressantes quand on maîtrise mieux le jeu et quand on voit un peu le jeu de l'adversaire, ou comme tu disais tout à l'heure, faire 2 dégâts avec le Death Trooper sur Moti, faire 2 dégâts sur un de nos autres, enfin sur un de nos autres persos. Je pense Ce notamment. qui est intéressant, vous avez aussi le Bentic de tube qui, lorsqu'il Mm. est attaqué, va donner raid 2 pour toute la phase à une unité. Donc vous pouvez attaquer d'abord avec le Bentic, donner le raid 2 à votre cinquième frère. Du coup, pour toute la phase, par exemple, s'il attaque 2 ou 3 fois, il bénéficiera donc autant de fois du raid 2 du Bentic. Donc vous avez une pléthore de petits combos. Après, à vous de voir en l'état C'est comment les agencer. Je trouve que c'est vraiment un de ces decks où il faut le tester pour l'aimer en fait. Parce que là, quand on l'explique, les gens sont oui, enfin, on se met des dégâts nous-mêmes, enfin, c'est pas fun. Et en fait, une fois qu'on le joue ce deck, je pense qu'on comprend vraiment toutes ces possibilités dont on parle, tout le fun dont on parle, tous les combos. Moi, c'est un deck que j'adore. Enfin, les mécaniques du Grand Inquisiteur sont vraiment trop drôles. J'avais adoré de jouer le deck et je trouve ça très cool la combinaison comme ça avec le bleu. Et je Ah pense que oui, ça va tout à être fait. un, je pense que ce sera peut-être un des decks que je vais tester quand on fera des duels entre nous là dans nos prochaines vidéos. Là, ce serait rigolo. Moi, je pense qu'on a fait le tour. Comme on vous disait, c'est un deck designer. Donc, il y a un petit article écrit par FFG directement et par un designer du jeu qui est sur le site Star Wars Unlimited, donc qui explique un peu ce qu'on a dit, mais en beaucoup plus rapide, hein, parce que c'est aussi le but des analyses de deck, c'est qu'on va plus loin pour vous expliquer des choses comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas. On a aussi la liste d'Astier dans les commentaires avec une version améliorée du deck une fois que si le gameplay vous a plu et que vous voulez mettre un peu plus de budget et donc passer sur une version un peu plus boostée. Comme l'a dit Otal, il faut tester le deck pour vous rendre compte de sa puissance, mais il faut là c'est compliqué, autant pour Sabine et pour Léa c'était assez simple, il nous suffisait de dire de jouer cette garde, d'attaquer droit et de gérer les quelques menaces, c'était beaucoup plus simple. Là c'est vraiment spécifique, il faut vraiment le jouer pour se rendre compte de sa puissance, je te rejoins à 2000% là-dessus. Bien sur ce, je vous dis merci tout le monde d'avoir suivi et à la prochaine fois. Merci Ouais, Astier. merci à tous, à bientôt et merci Otal, ciao ciao. Ciao.